Et oui, ce sont les fêtes de fin d'année. Vous nous retrouvez pour un deuxième season final spécial hors série de Bug, votre podcast préféré sur le cinéma et le 7e art. Alors c'est une émission vraiment très particulière qu'on vous propose pour cette fin d'année 2018. On va vous parler de nos films préférés. Je rappelle l'équipe, bien entendu, les trois membres fidèles de l'émission. Je suis Alphonse Dadel, je suis accompagné de Seb. Salut Seb. Joyeuse fête à tous les enculés. Je fais vite parce que je sais pas trop si ça vaut la peine de s'attarder sur une intro quand ça fait quasiment 2 heures qu'on attend une certaine personne. Et le troisième, oui, cette troisième personne, c'est moi. Cette personne. Et Bastien, tu es là. Salut Bastien. Hey, salut à toi la magie de Noël. Et ouais, aujourd'hui on a décidé de vous faire un beau et gros cadeau. Tout d'abord pour vous remercier pour votre fidélité et puis aussi un tout petit peu pour rendre jaloux toute la sphère podcastienne avec cette émission généreuse et travaillée qui va retracer toute l'histoire du 7e art, ni plus ni moins. C'est vrai qu'on s'est fixé une sacrée limite aujourd'hui. Le ciel, the sky is the limit. Alors, je pense que ça s'entend, mais je vais tout de suite prévenir les auditeurs, c'est que je suis malade, donc ne m'en tenez pas à égard, je serai encore plus mauvais que d'habitude. C'est Jeanne Moreau qui anime l'émission. Bonsoir. Alors, donc le concept de l'émission, de cette spéciale, donc on va vous parler de nos films préférés. Et je crois que c'est Seb qui ouvre le bal, c'est ça Seb hein? Bah oui, parce que les gens parlent souvent d'Alfonso Cuarón, surtout maintenant qu'il y a son dernier qui est arrivé, Roma, qui je le rappelle, Roma est quand même le film que les frères Dardenne rêvent de réaliser. Parce que pour moi les frères Dardenne c'est ça quoi, c'est la mise en scène avant tout, c'est l'absence de mise en scène mais en fait tu vois c'est la réalité, l'amour du cinéma, de la vie et qui passe à travers le cinéma et je trouve ça très très beau et voilà, j'ai un peu cette impression en regardant Roma. Sauf que ça voudrait dire que si les Dardenne avaient découvert les mouvements de caméra, ça pourrait être ça. Ouais, donc du coup c'est moins bien finalement parce que il y a moins la réalité, enfin je la ressens moins quoi. C'est-à-dire que quand tu travailles trop la mise en scène, moi je ressens pas la vérité, je ressens pas le monde réel. Enfin bref, donc on parle beaucoup de Cuarón et il y a une petite guéguerre pour savoir entre Les Fils de l'Homme et Gravity quel est le mieux. Pour moi voilà, il y a 2 films qui font un peu ça, c'est-à-dire que par exemple Bienvenue chez les Ch'tis c'est un peu mon Fils de l'Homme à moi quoi, c'est-à-dire que c'est mon préféré, mais à côté il y a Hypochondriac et c'est un peu Gravity, c'est-à-dire que c'est le film parfait. Mais voilà, Bienvenue chez les Ch'tis me touche beaucoup plus, c'est-à-dire que cette production Blumhouse, elle est extraordinaire, c'est un film humain, beau, tendre. Enfin voilà, c'est pour ça que je me lève le matin et que je regarde des films et que je me dis putain j'aimerais tellement que ça ressemble à Bienvenue chez les Ch'tis, et puis finalement je tombe sur des trucs genre Steven Spielberg et compagnie, mais ces gens-là n'ont pas compris encore quel était le fond, la vérité sur le cinéma. Donc voilà, si les frères Dardenne pouvaient écrire un scénario avec Danny Boone, je serais vraiment... Et peu importe qui le réalise, si c'est Danny Boone ou les frères Dardenne, je pense que je pourrais mourir derrière parce que ce serait le film ultime. Vraiment, ce serait un film sur la vie, mais avec du rire et des larmes. Et c'est un peu tout ce qu'on veut dans la vie, quoi. Quand je me lève le matin, c'est ça. On sortirait pas indemne. Ouais, mais voilà, enfin, c'est voir ce film et mourir, quoi. Une production Blumhouse. Le Blumhouse Cinematic Universe. Enfin, voilà. Voilà, je vous ai déclaré ma femme, c'est de mes 2 films préférés au monde. Non, mais je pensais plutôt que tu allais faire un parallèle avec son film au titre imprononçable du nom du volcan islandais pour faire un parallèle avec Gravity, mais... Oui, mais comme il ne l'a ni écrit ni réalisé, c'est un Boone mineur. C'est un grand Boone, parce que Danny Boone est formidable, mais c'est un Boone mineur. Et jamais mineur. Exactement. Et Dieu sait qu'il faut pas trop toucher aux mineurs, sinon on a des problèmes avec la justice. Ouais. On va dire ça à Jean-Luc Lahaye. Voilà. Bon écoute, après ce cri du cœur, on a senti un peu que tu avais la gorge serrée, la gorge nouée quand tu parlais de cet amour. T'as d'autres films préférés dont tu veux parler ou pas? Écoute, je fais un peu genre ces derniers temps, mais Fast and Furious c'est quand même ma saga préférée de l'histoire du cinéma. On en a déjà parlé.
Ouais, mais là je trouve, parce que je faisais un peu le poseur, genre, ah, mais vous voyez, moi je préfère les blockbusters, genre Marvel, c'est plus personnel, c'est plus humain. Mais la vérité c'est que Fast and Furious, ça a tout compris de la vie, quoi. C'est-à-dire, c'est boire des bières, sortir sa bite, la mettre dans le pot d'échappement et dire ma voiture, je t'aime. Parce que les voitures, c'est un peu mieux que les femmes quand on y pense. Et les gens, ils sont comme ça, là, genre, ouais, je vais me marier, je vais avoir des enfants, un boulot stable. Alors que non, prends ta voiture. Et c'est ça que Fast and Furious fait passer. Et c'est ce que j'aime le plus. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs très content de savoir, ça n'a pas encore été annoncé, mais j'ai mes petites infos, qu'il va y avoir un reboot féminin, évidemment, comme tout le reste. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'Hollywood fait de bien en ce moment. Et donc voilà, j'ai hâte de voir Fast and Furious Pussy Collection. Ça va être bien. Big Pussy. Oui, voilà. C'est lequel ton volet préféré, celui qui te touche le plus? Tokyo Drift évidemment, parce que je pense que faire des drifts c'est pas juste un truc de bagnole. Je pense qu'un drift finalement, qu'est-ce que ça dit sur la vie, tu vois? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Et quand tu y penses, le dérapage. Mais ouais, le dérapage, c'est-à-dire le moment où tu dis quelque chose et puis tu te rends compte, ah zut, j'aurais pas dû le dire. Ou alors cette fille qui te plaît et tu vas la voir et tu lui dis salut, alors que Et c'est un drift. bah, il fallait dire bonjour, tout simplement, parce que dire salut comme ça fait trop genre, on est déjà intime, alors qu'on ne l'est pas. C'est comme dire bonjour alors que c'est le soir, ou bonsoir alors que c'est le jour. C'est cette relation qui se construit et qui se déconstruit immédiatement sur un bête choix de mots qui était raté, et c'est ça, c'est le drift. Alors qu'il soit à Tokyo ou à Berlin, ça ne change rien. Mais le fait que ça se passe à Tokyo est intéressant aussi. Petite anecdote personnelle, je vais être un peu... vraiment, je vais ouvrir mon cœur dans cette émission. Un jour, j'étais chez ma mère, on était en train de manger, et j'ai pris la cuillère pour la compote de pommes, et je l'ai mise dans la sauce, mais elle n'avait pas encore été utilisée, donc il n'y avait pas de compote de pommes dans la sauce, mais je me suis trompé de cuillère, et ça m'a fait penser à ça, c'est Tokyo. C'est-à-dire que c'est cette ville que je ne connais pas. Et mettre la cuillère dans le mauvais pot, et ben c'était ça, c'était Tokyo, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et je trouve c'est beau en fait, finalement. Et ça m'a ému. Et j'ai repensé à Tokyo Drift, je suis rentré chez moi et je l'ai regardé. Et je vais pas vous mentir les gars, bah j'ai pleuré. Et tu l'as vu combien de fois? Alors, si on compte les années bissextiles, je suis à 47 visions du film complet. Et certaines séquences, les séquences de drift évidemment, qui me touchent profondément, on doit être à approximativement 283. Et alors du coup, est-ce que tu as déjà essayé de comparer selon les différentes versions linguistiques? S'il y avait des versions qui te touchaient plus que d'autres? La version indonésienne a à un moment cette phrase absolument sublime que je vous traduis évidemment un peu grossièrement, parce que c'est pas une traduction littérale, les Indonésiens ils ont ça. Enfin, je vous parlerai de l'Indonésie après si vous voulez. Oui. Donc cette phrase qui est, tu sais, une feuille de papier blanche, finalement, elle n'attend rien de plus que d'être remplie par des mots ou des dessins, mais les dessins ne sont pas finalement les mots des analphabètes. Et je me disais, putain, c'était dans Tokyo Drift, quoi. Et c'est ça, c'est ce qui fait que le film est extraordinaire. Vous savez, en Indonésie, il y a cette phrase... qui encore une fois je la traduis presque mot à mot, désolé si vous n'en comprenez pas le sens, mais c'est quelque chose qui est intraduisible. Voilà, exactement. Donc en Indonésie on dit mur et sol, et putain, c'est tellement profond de se dire que deux murs et un sol, finalement ça fait aussi une maison. Il n'y a pas besoin de 4 murs et un toit, que juste deux murs, un sol. Tu sais, tant que tu as ouvert ton cœur, eh ben, c'est ce qui compte. Et c'est ça, en fait, c'est Tokyo Drift. Tokyo Drift en version indonésienne, ça te parle de la vie et plus que ça. Et c'est pour ça que je pense que, au-delà de Bienvenue chez les Ch'tis, bah, c'est mon deuxième film préféré, parce qu'il est beaucoup plus intellectuel. Mais Bienvenue chez les Ch'tis, il parle à mon cœur de manière plus frontale et Boonhouse, quoi. Donc forcément, voilà, je pense que si les frères Dardenne pouvaient écrire et réaliser un film Fast and Furious avec Danny Boone dedans, ben... Bruxelles Drift. Putain, je suis... Non, là j'en parle, je suis ému, quoi. C'est...
la vie, quoi. Waouh. Et on parle des frères Dardenne sur une saison 3 hypothétique de La Trêve, quand même. Alors la trêve, si vous me lancez sur le sujet. Parce qu'encore une fois, hein, je fais genre, mais cette série, elle est... comment dire? Vous savez, le jus de cranberries, j'en ai goûté après avoir vu la série. Parce qu'au départ, je me moquais, et puis j'ai bu du jus de cranberries, et j'ai trouvé ça tellement parfait. Ce goût dans ma bouche, ce goût qui reste, qui coule le long de ta gorge, et qui te donne de l'énergie, qui revitalise ton âme. J'ai revu la série. Et ben, je crois que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi profondément humain que la trêve. Et j'ai envie de dire que l'inspecteur Drumer de la série est le personnage le plus emblématique qui soit. Oubliez les Tony Soprano, Ethan Hunt dans l'émission Impossible. Oui, tout ça, c'est rien parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est l'importance de la valeur humaine. Et ça passe à travers les drifts et le jus de cranberries. Écoutez, je pense qu'il nous faut un petit peu nous remettre de nos émotions. Et est-ce que tu veux tout de suite enchaîner avec ton troisième film préféré ou on passe un petit peu au pot pourri de Bastien? Parle-moi un peu, laissons parler Bastien un petit peu, j'y arrive plus là, Putain, ménager la sensibilité de chacun. Merci Cédric Durandal. Ton aggro sur la patate. Ce que j'ai prévu, moi, c'est un petit peu un pot pourri comme à chaque fois, sauf que là, c'est plus particulier parce que c'est pas forcément les films que j'ai vus récemment, mais c'est un peu les films que j'ai vus ces 30 dernières années de ma vie. Donc, avec forcément un petit avis à chaque fois assez rapide parce qu'il faut aller vite. C'est ce que disait Vin Diesel dans Fast and Furious 4. Hein. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Alors, on va vous parler de... Est-ce que c'est par ordre chronologique? Oh, on commence... non. Par les films qui commencent par un chiffre. Alors, nous avons un mort pour $1. Putain, ça existe vraiment en plus. Oh, le western. Donc oui, western avec Emilio Estevez et William Forsythe. DVD acheté chez Noz, je pense. C'est pas possible. J'en ai très peu de souvenirs. On enchaîne avec 2 en 1 des frères Farrelly. Ouais. Un frère Farrelly pas terrible. Mineur. Deuxième sous-sol. Donc oui, deuxième sous-sol, c'est Franck... Quel foun. Ah, vivement qu'on passe au chiffre 3. Trois hommes à abattre. Oh, toujours dans le 2. Avec un des meilleurs Alain Delon, 2 hommes dans la ville. 2 jours à tuer. Alors ça c'est Jean Becker je crois. Oui. Avec Dupont. Forcément James Gray, Two Lovers. Ah putain, on le fait en anglais aussi. Ouais. Les 3 Caballeros, un Disney passe-partout. 3 enterrements de Toby Lee Jones que j'avais vu cinéma DSN, session cinéma audiovisuel, donc ça avait fait plaisir. Deuxième ville. On continue au DSN avec 3 extrêmes, un film à sketch coréen avec, je crois, l'un d'eux réalisé par Chan-wook. Oh, c'est très, très dispensable, hein, on peut le dire. Les 3 frères, un classique de la comédie française des Inconnus.
Trois hommes à abattre. Jacques Deray, Alain Delon. Ouais, ça c'est vraiment du très petit Delon. Hein. Il vous en prie. Ouais. Les Trois Royaumes de John Woo. Bien sûr. Il nous manque. John Woo, on sait qu'il a sorti des films récemment, on aimerait bien que ça arrive un petit peu dans nos contrées. Les Trois Visages de la Peur, un film à sketch aussi de l'ami Mario Bava. Oui. C'est bien ça. Ouais. Les Quatre Fantastiques, le vieux, celui de... Roger Corman. Roger Corman. Enfin, le vieux, celui des années 90, ouais, de Corman. J'en ai plus aucun souvenir, mais à mon avis, c'était extrêmement nanardesque. Hein. Il n'y a pas d'argent. Tout aussi pourri en la version de... Très beau, si je peux me permettre, très beau film sur l'avenir de l'humanité. Ah ouais, carrément. Sur la différence. Non, ça c'est celui de Team Story. Celui de Roger Corman, c'est plus l'avenir de l'humanité. Bon, je passe quelques films parce que sinon ça pourrait durer très longtemps. 10 bonnes raisons de te larguer. Feu Heath Ledger dans une comédie de lycée de merde, avec Under Pressure, la chanson préférée de notre ami Grumpy Seb, oui. Si mes souvenirs sont bons. Après, on peut parler aussi de 36 quai des Orfèvres de Olivier Marchal, hein, le hit français. Que dire que tout ça est extrêmement lourd, extrêmement lourd, extrêmement mal écrit, avec de la vulgarité pour faire de la vulgarité. Une musique insupportable. À l'époque, ça m'avait cassé les oreilles pour le film. C'était horrible. 800 balles, un de mes De la Iglesia fétiche. Qu'est-ce que vous pourrez parler encore on pourrait vous parler de... On est arrivé à 800 quand même là, hein, mine de rien. Ah ouais, là, mais je saute. Hein. Serbian Film, un film à ne pas montrer devant tout le monde. Ouais. C'est quand même assez choc. Enigma... Ouais. Une petite comédie. Ouais. Enigma, un Fulci plutôt mineur, hein, on peut le dire. Fin de carrière. Sous influence Suspiria, si mes souvenirs sont bons. À chacun sa guerre, Kevin Costner, Elijah Wood tout bézo dedans, film d'enfance qui faisait plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait vous parler encore Alligator 2, la mutation de l'ami John S. Alors c'est pas dans celui-là qu'il y a un crocodile raciste qui mange que des noirs, mais je ne sais plus qui attaque le crocodile dans celui-là, mais ça devait être encore fort amusant. Rappelons que le premier était réalisé par notre ami de Massacre à la tronçonneuse, quand même, si je ne m'abuse. Non, c'est premier Alligator, c'est... Ah non, tu parles d'Alligator, j'étais parti sur Crocodile. Crocodile machin, et... Les Wistig pour le premier. Les Wistig, ouais. Assassin de Mathieu Kassovitz. Oula. Gros scandale, hein, ce film. Voilà. Moi j'avais adoré à l'époque, mais je l'ai pas revu depuis, ça se trouve c'est tout pourri. Ça a dû mal vieillir. Ouais. Au nom d'Anna, on en avait parlé il y a peu, hein, un film qu'on recommande chaudement, réalisé par Edward Norton. Ouais. Et que c'est vrai que ce film, on n'en entend jamais parler et qu'à l'époque, il passait bien. Alors pareil, est-ce que ça... Ça a mal vieilli peut-être, mais est-ce je pense pas, c'était une rom-com, il n'y avait rien de... Non. Babylon AD, hein, fou. Alors Kassovitz là... et sa pompe à vélo de Vin Diesel... Oh bah, critique pas l'acteur préféré de Seth quand même. C'est pas mon acteur préféré, c'est mon humain préféré. J'ai vu un acteur avec autant de nuances dans son jeu, ce regard, c'est perçant quoi. Touche mon âme. Souvenez-vous de Bikini Bandit Experience, hein, Oula. ces films avec des nanas en bikini et
pas un poil de tété, hein, donc c'était un petit peu de l'arnaque au final, mais bon. Pour ceux qui aiment les bikinis, mais c'était pas du Russ Meyer, comme on aurait pu l'espérer. Bon à tirer, qu'est-ce que c'est que ce film Bon à tirer. Ah bah c'est encore un film des frères Farrelly. J'avais oublié les frères Farrelly, ça a été la dégradation après Food Irene, on peut le dire. Bruiser, un George Romero, là c'est un peu le fond de sa carrière aussi, malheureusement c'est pas ce qu'il a fait de plus réussi. Certes. Chicken Run, si vous aimez les wings, si vous aimez la pâte à modeler, on peut le conseiller. Croix de fer, un peu ce qu'il faut que l'émission parle un petit peu de classiques, de réalisateurs un petit peu plus respectés. Un Sam Peckinpah majeur, mais qu'on connaît pas beaucoup. Il a pas la renommée de La Robe Sauvage par exemple. Absolument. El Topo de l'ami Jodorowsky. Bon alors là, je pense que notre ami Grumpy Seb, avec ce qu'il a fumé aujourd'hui, il adorerait ce film. El Topo, c'est pas un film qui finalement te dit plus sur ton âme que sur le reste, parce que je veux dire... c'est exactement ça. Est-ce que c'est pas dans ce film qu'il y a un petit gamin à poil ? Si. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la naissance, ça te parle de ce qui est de plus profond en toi, quoi. C'est une renaissance, c'est-à-dire que Jodorowsky, à travers cet enfant nu, il parle de lui. Il te dit, c'est moi, à travers le cinéma, je suis René, et c'est beau. René. Pas René Charles, hein, évidemment. René en un mot avec de naissance, quoi, mais... Oui, c'est ça, quoi. C'est la renaissance. C'est redécouvrir qui l'on est, mais à travers l'enfant qui sommeille en nous et que nous voulons faire voir au monde. Et quoi de mieux que le cinéma pour se permettre ce genre de choses. Et je trouve ça absolument bouleversant, finalement. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un remake dans les cartons de John Favreau, de El Topo. Oui, ça s'appellera El Popo. Et ce sera majoritairement avec des blagues de prout. Mais faut pas penser que les blagues de prout, c'est finalement juste pour la scatophilie, pour faire plaisir aux gens avec un humour un peu douteux. Ce qu'on dit à travers un paix, finalement, au cinéma, je veux dire, pas dans la vie. Mais oui, voilà, c'est l'éphémère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là et puis qui disparaît. C'est pas comme une crotte. Une crotte, ça peut rester collé dans le pot. Et tu peux tirer la chasse 3 fois, ça partira pas, faudra nettoyer toi-même. Ça c'est beaucoup plus encore profond. Mais non, le paix c'est là. Là c'est plutôt Brett Ratner. Ouais, voilà, le paix c'est... Et puis voilà, c'est parti, c'est plus là. Et c'est beau. J'enchaîne avec un film qui s'intitule I Know Who Killed Me. C'est avec Lindsay Lohan, souvenez-vous, qui fait du striptease. Le film est totalement anecdotique, mais je crois que c'était réalisé par l'ami de Lucky McKee, dont j'ai oublié le nom. Silverstone ou un truc comme ça, je crois. Chris Silverstone, voilà, je vérifie en live. Mais à part Lindsay Lohan qui aujourd'hui a un petit peu disparu des écrans radars, si ce n'est qu'elle kidnappe, je crois, des enfants de réfugiés. Et elle tourne dans des productions qui tournaient en Bulgarie. Elle aussi, carrière un peu compliquée. Les invasions barbares, si vous aimez l'accent canadien, Denis Arcand. Oh la vache. C'est pour vous. Là j'avais souffert. Jean-Philippe, si vous voulez rendre hommage un an plus tard à la mort de Johnny Hallyday, vous pouvez revoir ce film avec Lucky Lee, qui avait un sujet un petit peu à la Lex Section Hero, mais en beaucoup moins... En France. En beaucoup moins fun quand même. Moins fun certes, mais plus profond. Dans l'humain et dans ce que ça dit sur ton âme. Et une meilleure bande originale aussi. Voilà, je veux dire, ACDC, c'est sympathique, mais c'est éphémère, ça s'oublie, alors que allumer le feu, qu'est-ce que ça dit sur le monde finalement? C'est-à-dire que
Regardez ce qui se passe en ce moment avec les gilets jaunes. C'est La pyromanie. ouais, c'est ça quoi. C'est le feu qui est en nous, surtout. Allumer le feu. C'est pas juste prendre un briquet et faire genre ouais, c'est super. Non, c'est sortir son soi profond et c'est beau. La flamme qui sommeille en nous. Kirikou et la petite sorcière, un film à regarder quand on est quand on est enfant, quand on est petit. Lacombe Lucien, Pour les grands écarts. c'est Et Louis Malle. Louis Malle, je crois qu'il y a de la guest star là-dedans, dans ce Louis Malle. Genre un François Berléand peut-être jeune ou quelque chose comme ça. Il Possible. faudrait revérifier. Voilà, oui, ça c'est dur. La main au collet, un Hitchcock. T'as toujours eu du mal sur ce Hitchcock là, tu peux le dire. Eh non, justement, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et je l'ai plus apprécié qu'avant, mais c'est quand même un mineur. C'est quand même. C'est pas ce qu'il a fait de. Là, c'est Le pas plus ce qu'il a récent. fait de mieux. Ah non, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, clairement. Mais c'est sympa. Mais qu'est-ce que dit un collet finalement sur la vie? Posez-vous la question. Je vous donne pas la réponse. Posez-vous la question et on en reparlera plus tard. L'île oubliée, bah y a pas que l'île qui est oubliée parce que Le film. le film aussi, hein, on peut le dire. New York, New York. Alors ça c'est vraiment, je crois, un des moins bons Scorsese. Hein, c'est Liza difficile. Minnelli, quand même. Liza Minnelli, De Niro pourtant, mais ouais. Osterman Weekend. Ah, encore un Sam Peckinpah. Hein, c'est un peu une spéciale Peckinpah aujourd'hui, j'ai l'impression. Et d'ailleurs c'est son dernier film. Et vu ce qu'on en dit, ça fait plaisir. Absolument. C'est tout le mérite. Le pic de Dent, Oh putain. Qui avait réalisé ça déjà? c'était Roger Donaldson. Fils de Oui, c'est ça. Donald. Donaldson. Un film à ne pas regarder en ce moment parce que l'actualité oblige. Ah, le tsunami. Tsunami, absolument. Please Kill Me, bah, c'est un peu ce qu'on a envie de dire en regardant ce film avec Virginie Efira, je crois. Est-ce que c'est ça? J'ai pas C'est pas Ben Kingsley celui-là? Non, c'est ça, c'est avec Virginie Efira, Benoît Poulvord, c'est un truc belge en noir et blanc qui se passe dans un hôpital où on tue des gens à mon souvenir. Oh. Pokémon le film, Mewtwo contre-attaque. Putain, on est à la lettre P, j'ai pas vu le temps passer. Je peux vous passer comme ça jusqu'au R d'un coup avec Resident Evil 3 Extinction, Le meilleur de la saga. réalisé En quelle par année- Russell en quelle année tu McKay. l'as vu celui-là? J'espère l'année de sa sortie quand même. C'est fort possible. Mais ouais, dans celui-là, c'était quand même un peu le Mad Max de la saga, rappelons-le. Parce que C'était mieux que Mad Max. C'est plus profond, je veux dire, en termes d'humain Ça et de ce que dépend ça dit lequel. sur ton âme, quoi. Ça T'es dépend plus du réaliste. Max. Ouais, voilà, c'est plus réaliste que Mad Max. Mad Max, Je c'est un pense peu que c'est fantaisiste, moins- quoi. Moins Bien bien sûr. que Mad Max 3 quand même. D'ailleurs, il y a un bel hommage à Hitchcock dans ce Resident Evil 3, je crois, avec une scène de corbeau sur des cages Ah, repris à qu'est-ce l'identique. qu'est-ce que, de toute façon, Hitchcock a à apprendre à Russell Mulcahy, quoi. J'ai envie de dire. C'est plutôt l'inverse qui devrait... Exact. je veux dire, Hitchcock devrait revenir à la vie juste pour regarder le cinéma de Russell Mulcahy et en prendre de bonnes notes et faire un film, essayer de faire un film comme Russell en a fait, quoi. Non, parce que Razorback, c'était un peu son les oiseaux à lui, quoi. Mais voilà. En cette période de MeToo, on peut aussi se refaire La Petite Secrétaire avec Maggie Gyllenhaal, un film féministe qui dénonce. Je sais que Seb est justement assez touché par les sujets forts. Bah, Cette cause. Ouais, puis cette cause-là. Mais Après, parce moi- que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand tu mets une fessée à ta secrétaire, qu'est-ce que ça dit sur le monde, quoi. C'est ça. C'est La lutte des profond, classes. quoi. C'est la lutte des classes. Oui, voilà, c'est Après- dire je suis au-dessus de toi. Et alors que elle, bah, finalement, c'est elle qui est sur lui à ce moment-là. Et moi, je trouve que la métaphore est réussie, quoi.
Après, s'il y avait un film vraiment à conseiller en ce moment, ce serait quand même aussi Slaughter Disc, qui est un film d'horreur méconnu, mais bien dégueulasse. Oh putain, ça aussi c'était violent. Avec un joli micro dans le champ, je crois, à un moment. Okay, La solitude des nombres premiers, un titre qui est déjà tout un programme, mais un film à conseiller qui est un petit peu perdu aujourd'hui, malheureusement, mais qui avait une vraie proposition artistique pour le coup. Sunshine, jamais trop compris le délire sur ce Danny Boyle là. Parce qu'il a quand même plutôt bonne réputation, mais carrément, ouais. Pas trop été emporté par le truc. Tiff, rappelons-le, ce film avec un vagin, avec des dents qui bouffent. Et ça nous dit quoi sur le monde, ça, Seb? Bah, Tiff, ça nous dit quoi? Le fait de mettre des dents là où elles ne sont pas supposées être, c'est un peu. C'est ce que Pixar fait finalement, c'est te dire. Ta place n'est pas là où on veut qu'elle soit, elle sera là où toi tu veux qu'elle soit, et c'est ça, c'est profond, c'est très profond. Ça me fait un peu penser au premier Rambo, ce que tu viens de dire. Ouais, mais voilà. C'est pas là où tu veux que tu sois, mais là où tu voudrais qu'elle soit. Mais je pense que Rambo est un film qui a inspiré Tiff, évidemment. Ça se voit, je veux dire, tu sais, quand t'as John Rambo qui dit me poussez pas sinon je vais vous faire une guerre comme vous n'avez jamais connu, et ben c'est ça, c'est le sang menstruel qui passe et qui touche cette dent, et c'est beau. Ah ouais, j'avais pas vu ce message là moi dans Tiff. J'avais Mais plutôt vu un truc plus... il faut regarder les films avec ton cœur, pas avec tes yeux, je pense. Ouais, mais j'avais vu un message beaucoup plus simple. J'avais vu un truc un peu plus sur le message de bien se brosser les dents, des trucs un peu plus enfantins. Mais bah oui, enfin l'hygiène est évidemment très importante, que ce soit buccal ou vaginal, évidemment. J'ai connu, je vais vous raconter une autre anecdote personnelle, mais j'ai connu une ex-copine à moi qui ne prenait jamais de douche, et un jour elle voulait connaître les plaisirs de la chair, et m'a demandé si je pouvais lui offrir un petit plaisir buccal. Et ce cunnilingus restera à jamais le cunnilingus finalement le plus dégueulasse, j'ai envie de dire, que j'ai connu, parce que j'ai déjà mangé du poisson pourri qui avait meilleur goût et meilleure odeur, et cette fille et moi nous sommes restés ensemble pendant 7 ans, on a prévu de se marier et tout, puis un jour on s'est rendu compte que ça ne servait à rien, parce que 7 ans sans prendre de douche, alors que moi qui aime prendre des douches et qui aime être propre, c'était pas, en termes de relation, c'était pas génial quoi. Donc voilà, on a rompu, on est restés bons amis, on se revoit pas trop souvent, on fait surtout par Skype, parce que bon, voilà, maintenant je veux dire, ça fait 22 ans, et l'odeur, au bout de 22 ans, c'est... Mais ouais, elle est très heureuse, elle est mariée, elle a 2 enfants, ils vivent dans son dépotoir, et tout va bien pour eux, et je suis ravi pour eux. Voilà, je voulais juste la saluer. Roma 2. Voilà, elle s'appelle Sandrine, et Sandrine, on t'embrasse. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider sur le film The Willies? C'est avec Sean Astin apparemment et Jason. Alors, aucune idée de ce que c'est que ce truc. Réalisé par un certain Brian Peck. C'est pas du tout ce que c'est. Parce que j'avais mis 1 sur 6. Ça a l'air bien. Très bon. Ça a l'air bien. Moi, connaissant tes goûts, je pense que ça peut être un bon film. Ça peut être un bon film. Brian Peck. Après, Zombie Island Massacre, c'était... Oh putain, on est au Z. Un petit... Oh, moi je peux revenir en arrière. Un petit trauma très dispensable. Traumatisant. Mais ouais, si on avait un seul film à vous conseiller, vu ces 30 dernières années, ce serait probablement Slaughter Disc, du coup. C'est pas faux. J'aimerais quand même que tu nous parles un petit peu de la vie privée des animaux 1 et 2, c'est un peu ton diptyque de chevet. Ouais, Patrick Bouchité. Bah ouais, c'est tout a commencé chez Michel Drucker, je crois, où il passait des petites séquences et après les cassettes vidéo ont été achetées et ça a été vu, revu. Un concept extrêmement simple, on a tous fait chez soi, on coupait le son de ce qui passait à la télé et faire les propres voix. Bah eux ils ont fait un peu ça avec les animaux. Ils se sont fait des couilles en or. Ils se sont fait des couilles en or. D'ailleurs les animaux on n'a pas vu n'ont pas vu l'argent. Et c'est ce qui est un petit peu
poser des soucis par la suite. Après, il faut dire que je pense que ça a assez mal vieilli parce que c'était très politisé, c'était très sur la politique de l'époque. Oui. Donc aujourd'hui, parler d'Alain Madelin ou de Lionel Jospin, je pense que ça ne parlerait pas à la jeunesse. Édith Poisson. Seb, est-ce que tu veux revenir sur le troisième film fétiche de ta vie? Ouais, le numéro 3, complètement inattendu. Tim Burton, Alice au Pays des Merveilles. Ah, merde. Alors, pas vraiment. C'est plus sa suite réalisée par... J'ai complètement oublié son nom parce qu'il est un peu compliqué. Mais cette suite est... En fait, les deux, il faut les regarder l'un derrière l'autre. C'est... Visuellement, c'est tellement beau. C'est tellement... Enfin, c'est Noël, quoi. C'est dans la retenue. C'est un goût de Noël, ça a une odeur de Noël, ça a une imagerie très Noël. C'est sublime. Et moi, personnellement, Helena Bonham Carter qui pousse des gueulements comme ça tout le temps pour dire qu'elle veut qu'on lui coupe la tête. Qu'est-ce que ça dit sur le monde? Qu'est-ce que ça dit sur ton âme, sur ton toi profond? Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, je pense, enfin, que comprennent pas les idiots évidemment, les critiques, tout ça, parce que le film a fait 1 milliard au box-office, et vous m'excuserez, mais vous ne m'enlèverez jamais de l'idée qu'un film qui cartonne au box-office est un bon film. C'est pour ça que Bienvenue chez les Ch'tis est un meilleur film que Les Fils de l'Homme. C'est évident, évidemment. C'est une évidence évidente. Et donc voilà, je pense sincèrement que Alice au Pays des Merveilles version Tim Burton enterre tout. Les bouquins, les films, etc. qu'il y a eu avant, et qu'il y aura après, évidemment. Ce qu'il faut savoir avec Tim Burton, c'est que c'est un réalisateur qui me touche particulièrement. Enfin, je l'ai rencontré une fois, il m'a mis un doigt dans le cul, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. Au début, il faisait quand même pas mal de la merde, faut le dire. Bah, il a fait que ça, quoi. Il a fait quasiment que ça. Jusqu'à Big Fish, c'était que de la merde. Il a quand même une nouvelle carrière, enfin ces 10 dernières années, une carrière beaucoup plus intéressante, je trouve. Exactement. Ouais. Un peu comme De Palma qui, depuis une vingtaine d'années, fait des films beaucoup plus intéressants. Plus intéressants. Ouais. Moi, j'attends particulièrement son Dumbo, quand même. Alors, Dumbo, qui malheureusement ne sera pas avec Will Smith, ce qui aurait été fondamentalement. Ni avec Danny Boone, d'ailleurs. Ben non, mais ça. Alors, ça, déjà, Danny Boone était occupé, puisqu'il prépare son prochain film, donc c'est tout à fait excusable. Mais ce qu'il faut savoir donc sur Dumbo, d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu parce que je sais déjà que c'est un grand film, mais ce ne sera pas forcément le meilleur film de Tim Burton, et je ne pense pas qu'il sera meilleur que Alice, mais parce que Alice me touche profondément de par son imagerie, c'est-à-dire qu'il me rappelle la joie de vivre. Ce qui me manque quand je regarde beaucoup de films, je trouve le cinéma fade finalement, puisqu'il ne parle pas assez de la réalité. Là, il me parle de mes rêves. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je trouve que Tim Burton va au-delà des frères Dardenne et de Danny Boone, qui eux me parlent de la réalité. Eux, ils me parlent de mes rêves, et c'est ça qui est beau. Quand je regarde Inception de Christopher Nolan, je suis là en train de dire, les mecs, ça ressemble à ça les rêves, mais ils sont nuls vos rêves. Alors que... Et puis je réfléchis trop en regardant le film, et j'essaie de comprendre, et je me dis, alors que... Non, puis des mecs qui marchent au plafond, quoi. Ouais, alors que dans Alice, enfin, c'est beau, c'est-à-dire c'est cette chenille qui devient papillon, et je suis ému là, rien que d'en parler, parce que... Alors je vais vous raconter une petite anecdote personnelle, mais un jour j'étais avec cette fille, qui n'était pas une copine ou rien, on était juste amis, et on discutait un peu de tout et de rien, et un jour on voit un papillon qui passe près de nous, et je lui dis mais c'est comme dans Alice, et elle me dit qu'est-ce que tu veux dire par Alice, et je la regarde et je lui dis tu ne connais pas Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton? Elle me dit non, et du coup on a regardé le film et elle a pleuré, et je me suis dit putain, c'est cette fille qui est mon amie depuis si longtemps, elle est extraordinaire, et depuis, alors on a été en couple pendant quelques temps après ça, et ça s'est pas très bien passé parce qu'elle n'a pas aimé la suite d'Alice, et je me suis dit, ne pas aimer une telle orgie visuelle, un tel plaisir à chaque instant, un film si bien construit narrativement, je ne peux pas l'accepter, et donc on a rompu, et voilà, c'était ma dernière histoire d'amour. J'attends le prochain Danny Boone et le prochain Frère Dardenne pour pouvoir revivre des instants de cinéma, de vrais moments de cinéma, quelque chose de fort, de profond, qui touche mon être le plus moi finalement, mon âme,
Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui pour cette spéciale de fin d'année. En parlant de partage, tu pourrais nous faire aussi peut-être une petite rétrospective de tous les films qui sont rangés derrière toi, un par un, faire on fera peut-être un podcast là-dessus un jour. Ouais, En un deux jour, parties. parce que le problème c'est que je n'arrive pas à bien les voir. Ils sont rangés vraiment derrière moi et mes câbles ne vont pas assez loin. Très bien. Mais je peux vous Un- balancer. J'ai quelques séries, bon, des séries assez médiocres comparées à des Iron Fist par exemple. Mais j'ai Lost, j'ai Friends, j'ai The Newsroom, Justified, The Wire, Cowboy Bebop, Breaking Bad. Mais toutes ces séries-là ne valent évidemment pas 13 Reasons Why, qui est une série qui parle du monde dans lequel on vit aujourd'hui et de l'importance. De la jeunesse. Ouais, voilà, de comment lutter pour un avenir meilleur. C'est ça qui compte le plus au monde, je pense, aujourd'hui. Là, en ce moment, faut penser à l'avenir. L'écologie, tout ça, on s'en fout, hein, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'on arrête de mettre des bâtons dans l'anus des enfants. Et voilà. Faut arrêter. Genre, putain. Non, mais mettre des bâtons dans les anus des enfants, ça m'horrifie. Voilà, je peux pas continuer l'émission dans ces conditions. Je suis. Alors je vais juste, je pense que je vais peut-être vous parler quand même d'un de mes films fétiches, parce que je suis quand même là aussi pour ça. Bah, c'est un film qui est sorti en Je crois que 2008. c'est le film que tu as vu en 2012, c'est ça? Non, 2008. C'est Ah. 2012, je m'en souviens plus. T'en as vu Donc, 3 cette année-là, je crois. Ouais. Donc en 2008, c'est réalisé par James Honeyborn. Et en anglais, c'est The Meerkats. Et en français, La famille suricate. Donc, voix originale de Paul Newman. En français, Guillaume Paul Canet. Newman. Guillaume Canet est un bien meilleur acteur que Paul Newman, évidemment. Que Paul Newman, ouais, une meilleure carrière. Donc La famille suricate, c'est pareil, c'est un hymne à la vie. Et une sorte d'initiation. C'est un peu le Mad Max du suricate. Avec ce petit enfant qui quitte le giron familial pour voler de ses propres ailes et survivre dans ce monde hostile qui l'entoure. Et c'est filmé avec énormément de détachement, et pourtant on leur colle au basque ces petits suricates qui n'ont rien demandé, et c'est tout à fait bouleversifiant. Je sais plus comment s'appelle le petit suricate, j'ai complètement oublié, on peut l'appeler Toby. Si tel, il m'excusera, mais voilà. La voix de Guillaume Canet fait beaucoup, parce qu'il a quand même une voix particulièrement aphrodisiaque. Et ce petit suricate, quand il se met sur ses pattes arrière, c'est... Moi, ça m'a un peu rappelé le cuirassé Potemkin d'Eisenstein, vous voyez, c'est pareil, c'est le monde qui va pas bien, mais il faut prendre un peu de hauteur pour le contempler et en parler. Et c'est là qu'on a un peu la même vision avec Seb sur Fast and Furious Tokyo Drift, parce que ce sont des films qui parlent un peu au final de la même chose. C'est cet instant fugace qui peut nous échapper, et bah, ce petit suricate, il va l'apprendre à ses dépens quand il va se faire attaquer par cet enculé d'aigle qui lui fonce dessus à 43 minutes de métrage. Mais je vous rassure, il s'en sortira indemne, parce que sinon personne ne sera allé voir ce documentaire. J'ai un petit proverbe. Sa carrière est au point mort aussi. Comment? Sa carrière est au point mort au suricate depuis ce film. Bah, il a essayé de jouer dans La famille Folding 7, je crois, mais je crois qu'il a été recalé au casting. J'ai un proverbe indonésien justement sur les suricates, ça tombe bien, qui dit suricate n'amasse pas mousse, mais mousse suricate. Et enfin, c'est un jeu de mots que vous ne pouvez pas comprendre parce que la traduction est un peu bâtarde, mais fondamentalement, ce que ça dit, c'est que le suricate est l'avenir de l'homme plus que la femme. Et le suricate femelle va probablement être très important, donc faites attention à ça. Voilà. Je voulais pas vous parler un peu de l'Indonésie qui est mon pays préféré au monde. Voilà. Très bien. La capitale de l'Indonésie, c'est Bogota. Ouais, tout à fait. Et la monnaie de l'Indonésie maintenant, le franc indonésien. Le dollar indonésien. Non, alors vous pouvez vous moquer autant que vous voulez, mais j'étais pas très bon à l'école en géographie.
Bon, il faut raconter une petite anecdote personnelle encore, et puis j'arrêterai. Alors, j'étais en classe en géographie, et mon professeur, il aimait bien me laisser l'eau couler, mais il y avait un lavabo dans la classe, et il le faisait juste pour ça, pour s'amuser. Mais puis on était là, parce qu'en fait il s'appelait Colo, et il disait qu'il y a Colo qui coule. Et c'est vrai, hein, ça c'est pas une blague. Et en fait, bah, c'était écologiquement très irresponsable. Et du coup, comme c'était mon prof de géographie, bah, ça m'a profondément dégoûté de la géographie. Et je pense que c'est pour ça que j'aime l'Indonésie, parce que eux ne savent pas qui je suis et je ne sais pas qui ils sont. Et voilà, c'est... Vous savez, une fois à Tokyo, il y avait cette voiture qui roulait et qui n'a pas fait un drift. Et ben, ça pourrait quand même être dans le film Tokyo Drift, parce que c'est ça Tokyo Drift. C'est un film qui te dit ce qu'il faut faire, mais aussi qui ne te dit pas ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est pas important ça. C'est ça qui est beau. Et ton top 3 des capitales, ça donne quoi? Joli. Alors, non, j'aime beaucoup Marseille, qui est une capitale, capitale, j'ai envie de dire, sans mauvaise blague. Libramont est aussi un endroit merveilleux que je recommande pour Non, mais en voyager. fait, je crois qu'il te demandait tes 3 émissions de capitale préférées. Ah, d'accord. Non, alors l'épisode 783 est mon préféré. L'épisode 62 était vraiment excellent. Et l'épisode pilote, évidemment, puisque ça nous a offert cette émission fondamentale. Ça part de là. Ouais, voilà, elle est bien pour ça, quoi. Donc voilà. Bon, mais Bastien, encore quelque chose à ajouter peut-être? Kiwi. Kiwi, très bien. Ah, j'ai une anecdote personnelle sur les kiwis, mais je vous en parlerai dans la prochaine émission pour ne pas faire trop de moi dans celle-ci. Ouais, effectivement, faut en garder pour d'autres émissions, effectivement, qui s'avéreront certainement tout aussi palpitantes que celle-ci. On vous a un peu ouvert nos cœurs. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement dans l'émission. On parle beaucoup de films qui nous font chier, de séries aussi qui nous font chier. Et là, on a un peu été chercher ce qui nous plaisait. On voulait aussi remercier Madonna hein, pour tout ce qu'elle a fait pour nous pour cette année quand même. Oui, avec cette émission fantôme. Elle est revenue. Elle est revenue, effectivement. Bon, bah écoutez, messieurs, je pense qu'on peut clore cette belle émission spéciale. Je vais rappeler les comptes Twitter de l'émission, donc Bud, le podcast tout attaché. Je sais même plus si j'avais annoncé le nom de l'émission en début de programme. Les fidèles sauront. Je suis Alphonse Dadet. Il y a Grumpy Ced et Bastien, ton compte Twitter? Lucas Frost. En cette période de Noël, d'hiver et de froid, je suis là pour vous réchauffer. Pas besoin de cheminer avec moi, je suis une vraie bouillotte. Allez, viens fêter Noël avec moi, j'amènerai un sucre d'orge. On va faire la nouba. Donc, tu prends toujours l'accent un peu marseillais pour tes... Oui, il a la même voix à chaque fois. Marseille, Très bien. capitale Bon. du porno. Ouais, qui plus est. Chers auditeurs, nous vous remercions, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année, merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que Star Wars c'est bien, mais moins bien que Fast and Furious Tokyo Drift et La Famille sur E4. Rien n'est mieux que Nous vous Tokyo embrassons. Drift. Nous vous embrassons très fort et on revient très vite pour de nouvelles aventures. Hein. Ciao, ciao. Allez. Salut.